Avant de commencer ce que j'avais à dire, je voulais juste voir avec vous que en fait, ce thème va tellement bien avec mon ami qui vient de passer avant moi. On est parti des limites de sa structure aux no limites grâce aux sponsors. Et vraiment, on est en plein dedans. Et je voulais vous remercier pour ça. Imaginez-vous, vous avez 22 ans, vous êtes un jeune étudiant. Et vous avez votre meilleur ami, votre ami d'enfance, qui a juste 1 an de moins que vous, qui a grandi avec vous, que vous connaissez depuis l'âge de 7-8 ans, qui vous appelle, parce que bon, elle veut partager quelque chose d'intime avec vous, une information importante. Elle vous annonce qu'elle est séropositive au VIH. Ce genre d'information à laquelle on n'est pas du tout préparé lorsqu'on est touché directement. On est en 1989, on partage un café dans ce restaurant du plateau que je ne vais jamais oublier, juste au niveau de Nour Al-Hayat, là au-dessus de la station. Je ne sais pas si la station est encore là, mais cette image m'est restée en tête. J'ai 22 ans, elle a 21 ans, on a grandi ensemble. Et pire que ça, j'ai fait des études de médecine. Je suis en 4e année de médecine. Je sais ce que le VIH-Sida veut dire à l'époque et je reçois en face de moi cette information. Je suis complètement désarçonné. C'est un véritable choc personnel parce qu'en tant qu'étudiant, on voyait des malades. C'est vrai, les malades étaient une réalité, mais ça restait des malades. C'était l'autre côté de la barrière. Là, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous le dit parce que vous êtes d'abord son ami d'enfance, mais surtout aussi peut-être parce que vous faites des études de médecine et que vous avez peut-être une réponse, voire une solution. Non, je n'ai pas de réponse pour elle. Je suis complètement désarçonné. Les plus jeunes n'ont pas connu ça, mais à notre époque, VIH-Sida était égal à mort. C'est pas que c'est à peu près ou pas, non. Quand vous y avez le sida dans les années 80-90, ça voulait dire que vous allez mourir. Alors, est-ce que vous allez mourir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? On ne savait pas. Mais vous allez mourir. C'était terrible, c'était la certitude. Vous vous rappelez bien, on n'avait pas de médicaments. Les médicaments étaient au nord, comme on dit, et les malades étaient au sud. Et cette différence-là, elle est restée pendant longtemps. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on encaisse le coup? Jeunes étudiants, intellectuels, on n'était pas satisfait de la politique nationale. On montrait des malades dans des situations où ils étaient complètement amaigris, en train de mourir. Ça ne faisait que aggraver cette discrimination. Et on se dit, non, on va se relever. Et avec un groupe d'amis, en 93, on est en train de finir nos études de médecine avec 2 copains, un en médecine et 2 autres en sciences éco. On monte une ONG qui s'appelle Ruban Rouge Côte d'Ivoire et on l'a créée avec mon ami et frère Eugène Reyes qui aurait dû être dans la salle, mais le hasard fait qu'il a voyagé hier soir. C'est vraiment dommage, je voulais lui rendre hommage. Mais même s'il n'est pas là, j'aimerais vraiment qu'on ovationne Eugène pour son idée. On s'est dit qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas de solution, mais qu'est-ce qu'on a? On a notre cœur, on a notre amour. On peut donner ce qu'on peut, à savoir la compassion, le soutien, écouter l'autre. Donc quand on crée notre ONG, c'est dans cette optique-là, à savoir apporter ce que la médecine n'arrive pas à nous apporter et au moins libérer la parole parce que à cette époque-là, la discrimination, la stigmatisation était énorme. Je ne dis pas qu'elle a disparu, mais à l'époque, elle était incroyablement forte. Et c'est là qu'on se retrouve face à des limites de notre environnement. Ces limites, elles sont multiples. Elles étaient avant tout familiales. Je me rappelle d'un malade, je suis en 7e année, on informe les malades de leur statut et on leur dit qu'il faut absolument
qu'ils informent leur entourage, au moins leur femme ou bien leur mari. Et j'ai toujours le souvenir de cette femme qu'on venait de soigner. Bon, mes patrons, mes maîtres venaient de soigner, mais moi, en tant qu'étudiant, j'étais dans l'environnement. Et donc, je contribue à l'annonce de la maladie de cette femme. Et on lui dit que quand c'est comme ça, en tant qu'épouse, vous devez informer votre mari pour que votre mari aussi vienne se faire tester à l'hôpital et qu'on puisse le traiter si lui aussi il est infecté. On libère la dame. Au bout de 3 jours, la femme revient avec bagages et enfants devant notre service parce que monsieur l'a chassée, parce que c'est elle qui amène le sida dans la famille. Donc les familles n'ont pas su répondre. Le mari ne pouvait pas le dire à la femme ne peut pas le dire à son mari, la maman ne peut pas le dire à son enfant. Les familles ont été une limite. Le milieu professionnel, on a encore des témoignages de personnes qui, du fait de la divulgation de mes collègues qui n'avaient pas le droit, en tant que médecin, je n'ai pas le droit de dire dans mon société qui est infecté ou pas. Malheureusement, j'ai des collègues qui ont dit à leur patron telle ou telle personne était infectée et subitement, il y a des gens qui sont licenciés parce qu'à l'époque, quand vous avez un collègue qui est infecté, ça veut dire que le sida va sauter sur vous, va bondir quand vous allez rentrer dans la société. Donc on ne touche plus la porte du collègue qui est infecté, on ne rentre pas dans son bureau au cas où, on ne sait jamais, il y a un virus qui plane dans l'air et qui pourrait tomber sur moi. Ce sont des témoignages de patients que je vous dis, c'est une réalité. Les gens ont souffert de cette limite-là. Mais c'est aussi des limites de notre société. Cette société qui refusait de voir le malade, cette société qui culpabilisait le malade, et encore plus nos religions. Quelle a été la place de nos religions face au VIH? Le VIH, c'était avant tout le péché, c'était la maladie du sexe. Ah, tu l'as attrapé, c'est toi qui as cherché. Tu es là, depuis je te parle, tu cours à gauche, à droite, voilà, maintenant tu as eu le sida. Ce côté de moralisation permanente a fait que les gens se sont enfermés vers eux. Et c'est tout ça qui nous a poussés à créer notre engagement. Cet engagement qui voulait que vous soyez étudiants, médecins, travailleurs, chacun pouvait apporter un soutien, une aide pour essayer de faire avancer au moins ces limites-là. On avait trop de barrières parce qu'on n'avait pas encore les médicaments. Les médicaments viendront 10 ans plus tard. Pour revenir à ma propre vie, moi j'ai fait médecine, c'est pas pour être dans la lutte contre le sida. À l'origine, quand je suis étudiant, que je passe mon bac, que je dis bon ça y est, je veux faire médecine, c'est parce que je veux devenir chirurgien. Mon rêve d'enfance, c'était la chirurgie. Depuis tout petit, depuis toujours. Alors j'arrive à mener cette double vie professionnelle, on dit bien professionnelle, qu'on s'entende bien. Mon épouse est là, il ne faut pas qu'elle comprenne autre chose. Je mène donc une double vie où je suis engagé émotionnellement parce que c'est vrai, il y a mon ami qui est touché, mais après ça, il y a l'ONG qu'on a créé, il y a les malades qu'on voit tous les jours. Mais en même temps, j'ai mon petit désir personnel de poursuivre ma carrière chirurgicale et je le fais. Alors non seulement je deviens chirurgien, mais j'augmente même ma spécialité, je deviens chirurgien pédiatre. Donc je fais des formations en plus de la chirurgie générale. Et il y a une quinzaine d'années, je revenais de stage, je faisais un stage à Angers où c'était pour clôturer ma chirurgie pédiatrique, donc je revenais exercer en tant que chirurgien pédiatre. Mais entre-temps, notre ONG avait vraiment grandi. On avait pu acquérir depuis les années 2000 un centre à Yopougon qu'on appelle le Centre Plus. C'est quelqu'un qui nous a bénévolement offert une maison. Et c'était avant tout un lieu d'écoute, parce que comme on n'avait pas de médicaments, mais au moins on recevait les malades, on leur donnait des conseils médicaux, on faisait ce qu'on pouvait. À l'époque, pour ceux qui ont connu ça, on donnait le cotrimoxazole, enfin des Bactrim, c'est un antibiotique pour éviter certaines infections les plus courantes. Mais surtout, on permettait aux gens de venir parler. Et donc, au moment où je pars en stage en France, on était en train de mettre en place ce qu'on appelle les groupes de parole. Les groupes de parole, c'est un ensemble d'une trentaine de malades qui se réunissent 1 ou 2 fois par semaine pour échanger sur
Voilà, en fait, c'est pour se libérer l'esprit. Moi, je suis malade, je ne peux même pas le dire à mon frère, je ne peux pas le dire à ma femme, je ne peux pas le dire à mon mari, je ne peux pas me le dire à ma sœur, mais au moins j'ai un endroit où il y a d'autres patients comme moi, il y a des collègues, des amis avec qui je peux échanger. On était en train de mettre en place ces groupes de parole quand je suis parti en stage pour ma chirurgie. N'oubliez pas que je suis chirurgien. Sauf qu'un an après, quand je reviens, un samedi après-midi, je me rappelle, je vais à Yopougon, au Centre Plus, et j'arrive comme par hasard, ce n'était pas prévu, j'arrive comme par hasard à ces groupes de parole qui sont en fait des moments où les personnes s'expriment. Et c'est là que je découvre combien ce que nous avons fait était grand. Et cet engagement-là fait que je prends un virage professionnel et je m'engage complètement dans la lutte contre le sida. Cette lutte-là va m'amener à découvrir ce que je ne connaissais pas. Je découvre l'autre, je découvre un autre monde. Je travaille dans le milieu carcéral, je découvre la difficulté d'être médecin et encore plus de soigner dans le milieu carcéral. Je découvre la réalité de ce qu'on appelle les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, classiquement qu'on appelle homosexuels dans notre société, qui sont marginalisés, qui sont décriés. Je découvre surtout le travail que je fais actuellement, un projet de recherche sur les travailleuses du sexe, ces filles qu'on voit dans la rue, leur réalité. Je découvre aussi le monde de la drogue, avec ces personnes qui sont des usagers de drogue et qui sont en fait, de manière simple, ceux qui sont différents de nous. On a toujours l'impression que l'autre est différent, que ce n'est pas nous. Quel est notre regard? Est-ce qu'on se pose la question, quel est ton regard, toi mon frère, toi ma soeur, quel est ton regard vis-à-vis de la fille qui vend son corps au carrefour? Quel est ton regard vis-à-vis de cet homme qu'on appelle le PD? Quel est ton regard vers celui qui utilise la drogue? Et ces regards-là, c'est ce regard-là justement de compassion que je voudrais vous partager pour vous dire combien, lorsque vous vous engagez, vous devez changer de regard. Vous devez lever vos barrières. Il faut que ces barrières-là puissent sauter. Et c'est cette barrière-là qui fait que, justement, on arrive à lutter contre les phénomènes de discrimination, de stigmatisation. Et que finalement, on va à la rencontre réellement de l'autre. Je ne regarde plus l'autre parce qu'il est différent de moi, parce que j'ai mes barrières sociales, j'ai mes barrières familiales, j'ai mes barrières traditionnelles. Je regarde l'autre comme étant un être humain, une personne qui est simplement comme moi. Mon frère, mon cousin est peut-être homosexuel, je ne le sais pas, mais si dans ma tête je suis fermé, à quel moment je vais apporter mon soutien? À quel moment je vais essayer de ne pas le juger parce qu'il est comme ça? À quel moment on lève nos barrières de discrimination, nos barrières de stigmatisation qui sont en fait les vrais challenges? Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le sida n'est plus égal à mort comme on l'a fait au début, mais il est égal à vie parce qu'on a des traitements, on a des médicaments. Mais on se rend compte aujourd'hui que les gens ne veulent pas savoir leur statut. On tombe dans un deuxième challenge. Je n'ose pas demander, tout à l'heure il y en a qui ont fait des tests, mais moi je ne vais pas demander qui a déjà fait son test du VIH ici, parce que c'est une affaire personnelle. Mais en 2018, il est interdit de ne pas connaître son statut. En 2018, il est interdit de se fermer les yeux. Parce que la solution, elle est là, la solution, elle est réelle, et le changement peut venir. Nous devons donc être force de lever de barrières, de lutte contre la discrimination, de lutte contre la stigmatisation, pour aller à la rencontre réellement de cet autre. Cet autre, ça peut être le malade, mais c'est surtout cet autre différent. Moi, ce que la lutte contre le sida m'a apporté, ça n'a rien de médical. C'est le rapport humain que j'ai pu avoir avec des personnes que je pouvais sentir ou bien croire différentes. Je suis dans un programme où je mets en place des projets de prévention vis-à-vis des travailleurs du sexe. Et on était donc à Boaké avec mon collègue, je me rappelle de cette anecdote. On était assis dans un maquis et donc je devais venir présenter aux filles le projet. Alors la PrEP, c'est un grand mot, hein, je ne vais pas rentrer dans des thèmes techniques, mais sachez qu'aujourd'hui, il existe des médicaments qu'on peut prendre pour éviter de s'infecter lorsqu'on est déjà infecté. Ce n'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour ce qu'on appelle les populations à risque, ce qu'on appelle les populations vulnérables. Sans rentrer dans beaucoup de détails, donc je devais leur expliquer. Donc je me rappelle, on est autour de quelques verres de bière, hein, désolé pour le nom, mais c'est ça. Et on est deux médecins et on a 4 ou 5 filles qu'on devait
parce que c'était les leaders de leur groupe, parce que dans cet environnement, il y a des leaders, il y a une organisation, et donc on devait commander à manger. On a commencé à commander les poulets, quand à un moment donné, il y a le téléphone d'une des filles qui sonne. Il dit « Oh, tonton, pardon, il y a mon gros dos qui m'a appelé, là, je dois revenir. Ne finissez pas le poulet, donc attendez-moi. » Donc ça a été l'occasion où donc elle a dû partir. Au bout de 45 minutes, elle est revenue après son rendez-vous, comme vous comprenez. Et ça nous a montré que passer des soirées de relaxation, purement amicales, mais surtout d'échange, ça élève soi-même. Ce n'est pas élever l'autre personne, ça s'élève soi-même parce qu'on arrive à avoir un comportement humain vis-à-vis de l'autre. Libérons nos croix. Et je voudrais simplement conclure par cette citation de Mère Teresa que j'aime beaucoup. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Soyons cette goutte d'eau qui remplira l'océan afin de dépasser nos limites. Merci.